Un enfant qui est en asphyxie, qui ne respire pas correctement, qui est en hypothermie, ben, il est en hypométabolisme. Imaginez qu'il soit cyanosé de surpoids, donc vous allez avoir du mal à identifier cette pâleur-là. Donc, vous aurez du mal à identifier cette pâleur-là, donc il faut insister. Et là, c'est l'expérience qui va faire la différence. Donc, vous insistez sur les aspects pratiques et vous confirmez avec la paraclinique. Mais vous examinez de façon sommaire les autres éléments qui peuvent également être révélateurs, soit d'un signe en rapport avec l'anémie, ou bien de retentissement, ou bien qui peut vous orienter vers l'étiologie. Ensuite, j'ai dit, il n'y a pas de diagnostic différentiel. Alors, le diagnostic différentiel, quand même, c'est un chapitre à aborder, hein, il faut en parler. Un enfant qui a une acidose, un enfant qui est cyanosé, un enfant qui a une porphyrie, par exemple, voilà. Qu'est-ce qui peut entraîner un trouble de la coloration cutanée ou muqueuse qui peut faire penser à une anémie ou bien qui peut faire égarer le diagnostic de l'anémie? Encore une fois, soyez pratique, donnez au moins 1 ou 2 éléments là-dessus pour parler du diagnostic différentiel. Alors, le diagnostic étiologique, j'ai commencé par poser une question. C'est quoi une chorioamniocité? Non, chorioamniotite, vous voulez dire? Vous avez dit chorioamniocité. Ou bien c'est moi qui n'ai pas bien vu ce qui était écrit sur la diapositive? Si la grossesse est bichoriale, biamniotique ou autre par rapport au syndrome du... Mais dites-le, c'est quoi une chorioamniocité? Ça ne veut rien dire, chorioamniocité. C'est un terme que vous utilisez en néonatologie. Je pose la question, vous qui êtes en néonat, c'est un terme que vous utilisez, chorioamniocité? Non. Ah non, non, il ne faut pas inventer des termes. Hein. Il faut dire les choses telles que vous voulez les expliquer. Chorioamniotite, on sait, c'est quoi? Chorioamniotite, c'est une inflammation en rapport avec les membranes. Mais chorioamniocité, là, il faut l'enlever. Il faut expliquer ce que vous voulez dire de façon très claire. Sinon, vous induisez les gens en erreur ou vous-même, parfois, vous créez des problèmes inutilement. Professeur. Oui. Oui. Je pense que c'est un rapport avec les grossesses gemellaires, quoi. Oui, mais la question que j'ai posée, est-ce que vous utilisez ce terme-là, la chorioamniocité? Vous utilisez ce terme-là en néonatologie? Parce que moi, je ne suis pas néonatologiste. Hein. Je ne peux pas je peux pas porter le manteau d'un néonatologiste et vous dire des choses que je ne connais pas. Chorioamniocité, c'est quoi? Non, on ne parle pas de chorioamniocité, mais des grossesses gemellaires monochoriales, biamniotiques, biamniotiques, dans le cadre des syndromes transfusés-transfusés. Pourquoi elle a mis la chorioamniocité? Non, ça n'existe pas, vous ne mettez pas. Expliquez ce que vous voulez dire. Évitez de créer des termes quand même vous aussi. Non, 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 vous expliquez ce que vous voulez dire. Les gens vous comprennent et puis on avance. Mais ne créez pas. Chorioamniotite, oui, on connaît. Mais chorioamniocité, moi, je ne connais pas. Et ce que je ne connais pas, moi, je ne peux pas valider. Hein. Je ne vous dis pas que cela n'existe pas. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question. Est-ce que c'est un terme que vous utilisez? Parce que moi, je ne suis pas néonatologiste. Je ne peux pas m'aventurer sur des termes que je ne connais pas. Donc, expliquez clairement ce que vous voulez dire. D'accord? Alors, dernier chapitre diagnostic étiologique, avant le traitement. C'est important quand même de rappeler le mécanisme de ces anémies chez le nouveau-né. Le mécanisme, vous avez dit, l'enfant peut faire, le nouveau-né peut faire une anémie par perte sanguine, par hémolyse ou par cause centrale. Mais est-ce qu'il y a que ces mécanismes-là qui entraînent une anémie chez le nouveau-né? Vous n'avez pas oublié quelque chose? Dans les infections néonatales, vous n'avez pas d'anémie. Il n'y a pas possibilité d'anémie dans les infections néonatales. Il y a des causes d'anémie, d'infection. Est-ce que vous les avez abordées? On les met souvent dans les causes d'anémie hémolytique, en fait. Est-ce que vous les avez mis? Vous les avez cités? Je pense que non. J'ai cité que les causes d'étiologie d'anémie centrale. Oui, il faut les citer. Il faut les sortir. Infection néonatale, c'est une cause d'anémie chez le nouveau-né. Il faut les citer. Et dans les pertes sanguines, les pertes, quand vous parlez des hémorragies, il faut parler du mécanisme de l'hémorragie. L'hémorragie peut survenir soit par traumatisme, et ça, ce sont les traumatismes obstétricaux,
L'hémorragie peut survenir par un trouble de l'hémostase, c'est-à-dire des anomalies de la coagulation. C'est la maladie hémorragique du nouveau-né avec les troubles de la coagulation en rapport avec le déficit en vitamine K. Ou bien un déficit de facteurs. Tout à l'heure, vous l'avez cité avec les facteurs de la coagulation. Donc, quand vous abordez le mécanisme, les anémies par hémorragie, donnez-nous au moins les différents mécanismes qui peuvent expliquer une hémorragie chez le nouveau-né. Traumatisme, trouble de l'hémostase, déficit facteur. D'accord? Et ces hémorragies sont classées en hémorragie anté, per et postnatale. Donc, vous l'avez bien fait. Anténatal, c'est avant la naissance. Pernatal, c'est pendant la naissance. Postnatal, c'est en période néonatale. Et dans les postnatales, vous les classez en hémorragie extériorisée et en hémorragie non extériorisée. Extériorisée, vous allez parler des, comment on les appelle, les traumatismes là au niveau de la présentation, céphalématome, bossero-sanguine, voilà. Non extériorisé, vous allez parler de l'hématome capsulaire du foie, etc. Donc ça, il faut également bien classer ces hémorragies-là. Vous avez bien décrit, mais vous les classez. Quand vous les classez, ça facilite la compréhension. Ensuite, vous venez au chapitre d'hémolyse, et là, il faut harmoniser les puces. Par exemple, je vois hémorragie anténatale, ensuite hémorragie photomaternelle, mais dans hémolyse, il y a un souci. En tout cas, les signes les puces ne sont pas harmonisées. Voilà. Précédente, diapo précédente. Diapo précédente. Voilà. Ici, vous avez hémorragie anténatale, vous avez une puce. Hémorragie pernatale, vous avez une puce différente. C'est comme si... Non, non, diapo précédente. Il n'y avait pas sa place. L'hémorragie anténatale n'avait pas sa place. Il faut, parce que si vous ne mettez pas les puces au bon endroit, c'est comme si l'hémorragie anténatale... C'est comme... Non, non, c'est pas ici. Non, non, c'est pas ici. Bon, en tout cas, il y a une diapo. C'est parce que vous n'avez pas numéroté les diapos. Si vous les avez numérotés, on aurait dit simplement retourner à la diapo numérotelle. C'est ici. La diapo... Non, non, c'est pas grave. En tout cas, vous allez régler le problème des puces parce que anténatal et pernatal, ce sont des chapitres des sous-chapitres d'un même grand chapitre. D'accord? Anténatal, per, postnatal. Les hémolyses, pareil. Les causes constitutionnelles, les causes acquises. Sur les causes acquises, immunologiques, non immunologiques. Vraiment, si vous classez en fonction de ce mécanisme, là, vous n'allez rien oublier. Et dans les non immunologiques, c'est là-bas que vous allez mettre les causes infectieuses. Et les causes infectieuses, vous mettez virus, bactéries, parasites. Bon, le nouveau-né, en général, ce sont les infections bactériennes le plus souvent, sauf dans les amblyopathies, vous avez des causes virales. Les causes toxiques, c'est essentiellement les intoxications maternelles, hein, pas du nouveau-né. Et les causes carentielles, et souvent, c'est la carence en vitamine E dans l'anémie du prématuré. Et maintenant, les causes constitutionnelles, c'est comme ce qu'on a dit dans les anémies hémolytiques hier. C'est l'anomalie, ce sont les anomalies de membrane, les anomalies d'enzymes, les anomalies d'hémoglobine. Tout en sachant que chez le nouveau-né, les anomalies corpusculaires, les anomalies membranaires, c'est essentiellement la sclérocytose héréditaire. Les anomalies de l'hémoglobine, ce sont les alpha-thalassémies. Il faut enlever la bêta-thalassémie. Je vous ai expliqué sur le schéma, on ne peut pas avoir une bêta-thalassémie en période néonatale. Par contre, une alpha, oui, parce que la chaîne alpha, vous l'avez au-dessus. Elle est là présente depuis longtemps. Mais la chaîne bêta, elle ne va apparaître que lorsque la chaîne gamma va baisser. Enzyme, oui, vous avez les déficits enzymatiques, les déficits en G6PD, pyruvate kinase. D'accord? Alors, les causes centrales, classez-les congénitales acquises. Les causes congénitales, vous avez bien dit, ce sont les anomalies constitutionnelles du genre maladie de Blackfan, anémie de Fanconi, syndrome de Pearson, et les anémies sidéroblastiques. Mais également, il y a les causes acquises. Vous pouvez avoir une infection à parvovirus B19. Voilà. Donc, les causes acquises, infection à parvovirus, herpès, etc. Donc, là, vous les classez en causes acquises. Les causes, les carences, les causes carentielles, les déficits en transcobalamine. Cela donne des anémies d'origine centrale. Et enfin, les envahissements médulaires, c'est rare parce
En général, les enfants qui font des anémies par envahissement médulaire, avant que le diagnostic ne soit posé, souvent les enfants sont